Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'armistice à l'occasion notamment du 8 mai. Alors évidemment, nous on ne va pas parler de la Seconde Guerre mondiale, mais bien de la Première Guerre mondiale. Je suis devant une œuvre de Raoul Dufy qui va me permettre d'aborder la question des armistices au cours notamment de l'année 1918. Alors on pense tout de suite à l'armistice du 11 novembre 1918, mais il y en a eu d'autres. Il faut savoir qu'à partir de septembre 1918, et même d'ailleurs décembre 1917, on a eu d'abord l'armistice de Brest-Litovsk, qui est passé entre la Russie et notamment l'Allemagne, mais on a après, à partir de septembre 1918, une série d'armistices qui va mettre fin à la Grande Guerre, entre les Alliés notamment, et les différents États ennemis. On va par exemple avoir en septembre 1918 une armistice entre la Bulgarie et les Alliés, l'armistice de Thessalonique. On va avoir aussi l'armistice de Mudros qui met fin au conflit entre les Alliés et l'Empire ottoman, l'armistice de Villagisti qui va mettre fin entre le conflit entre les Alliés et l'Autriche-Hongrie, et puis pour finir celle du 11 novembre 1918 entre les Alliés et l'Allemagne. Alors, ces armistices, ce n'est pas la fin de la guerre. On dit 14-18, mais je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, la fin de la guerre, c'est le traité de paix du 28 juin 1919. L'armistice du 11 novembre 1918 a fait l'objet de négociations dès octobre 1918 entre notamment les États-Unis et l'Allemagne. L'Allemagne savait qu'il ne fallait pas faire appel à la France pour négocier en amont. Donc ils sont passés par la Suisse et les États-Unis ont été contactés par les Allemands début octobre 1918. Ce qui est intéressant ici avec cette esquisse pour un drapeau réalisé par Raoul Dufy, alors déjà vous remarquez, le drapeau français est à l'envers. Donc Raoul Dufy, c'est un artiste qui a notamment travaillé pour des manufactures textiles et notamment une manufacture de tissus et de soieries à Lyon, la manufacture Bianchini-Ferrier, et il a réalisé plusieurs iconographies. Donc on a une œuvre qui s'apprécie en réalité recto verso. Elle a été faite, on ne sait pas vraiment, entre 1918 et 1920. On a au centre ce coq de la victoire, avec ces feuilles de laurier, cette couronne de feuilles de laurier d'un côté et de feuilles de chêne de l'autre, qui symbolisent la force et évidemment la victoire à l'issue de ce conflit mondial. Alors ce qui est intéressant pour nous, pour vous raconter un petit peu la genèse, je vous ai dit, l'Allemagne prend contact avec les États-Unis, il y a des négociations au cours d'octobre. Foch, qui est devenu maréchal, va être notamment être désigné comme représentant des Alliés au cours notamment des négociations de l'armistice, pour l'armistice. Les Allemands arrivent dans la nuit du 7 au 8 novembre 1918 en France, alors en territoire non occupé. Ils rejoignent la clairière de l'armistice, la clairière de Rotonde, dans la forêt de Compiègne, et à partir de ce moment-là, débutent des négociations jusqu'à la signature, le 11 novembre 1918 à 5h10, des conditions, de l'armistice, et donc l'approbation par le gouvernement allemand des conditions de cet armistice. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'entre finalement ce départ des plénipotentiaires allemands jusqu'à la signature de l'armistice le 11, on va avoir l'abdication de Guillaume II, la mise en place, parce que notamment il y a une révolution en Allemagne, la mise en place d'un nouveau gouvernement, et on va avoir le 10, un télégramme du gouvernement allemand à Matthias Erzberger, qui est là pour représenter la nation allemande, qui l'autorise à signer l'armistice et à accepter les conditions des Alliés. Parmi ces conditions, le retour de l'Alsace-Lorraine et des territoires occupés qui vont être évacués sous 15 jours maximum, la livraison de matériel militaire, la livraison de la flotte,
l'interdiction de reconstituer une armée, on va avoir une occupation d'une partie du territoire allemand. Bref, de nombreuses conditions qui seront par la suite débattues, notamment que les Allemands aussi verront d'un très mauvais œil, mais eh bien, il faut ce qu'il faut. Alors la seule chose sur laquelle les Allemands vont réussir à négocier, c'est sur la livraison du matériel militaire, puisque le matériel militaire, ils vont en avoir besoin, notamment pour rétablir la sécurité et l'intégrité du pays au cours de cet épisode de la Révolution allemande, mouvementé dans l'histoire de la nation allemande. Alors pour revenir à notre esquisse de drapeau de Raoul Dufy, eh bien, on remarque donc ce coq, je vous ai dit, au centre, mais aussi une série de drapeaux. Donc je vais passer derrière la caméra pour rentrer un petit peu dans les détails. Une série de drapeaux qui finalement préfigure ce qui va avoir lieu durant toute l'année 1919, à savoir la conférence de la paix qui aura lieu à Paris et qui regroupera eh bien, 32 délégations étrangères. Alors on a les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie, la Serbie, la Roumanie, le Japon, la Grèce, le Portugal, la Pologne, le Brésil, la Chine et à nouveau le Royaume-Uni, la France, les États-Unis. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur les drapeaux présents, notamment sur cette esquisse. C'est qu'une partie des pays qui sont représentés, la Serbie, la Pologne, appartenaient eh bien, aux anciens empires, notamment l'Empire russe ou l'Empire austro-hongrois. Ces peuples, ils vont rentrer en guerre, ils vont s'allier aux alliés contre finalement eh bien, les États ennemis, mais en échange finalement de leur indépendance. Et on est, alors je vous ai dit, on ne sait pas vraiment si c'est 1918, 1919 la création, mais en tout cas, on est déjà sur la reconnaissance d'États qui n'existaient pas d'avant-guerre, ou en tout cas ou sinon qui ressuscitent à l'issue de la guerre, puisque par exemple la Pologne avait disparu, était intégrée à l'Empire russe depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est intéressant et ça préfigure aussi des principes qui vont être mis en œuvre au cours de la conférence de la paix, qui est le principe des nationalités, donc qui reprend finalement ce qu'a proclamé le président Wilson des États-Unis, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc la Constitution, l'indépendance de certains peuples, et puis le principe de viabilité. Alors ça, c'est qu'un territoire, on doit lui donner suffisamment de ressources pour qu'il puisse être autonome. La conférence de la paix, elle va s'ouvrir, donc je vous ai dit 32 délégations étrangères qui arrivent à Paris, qui vont rester à Paris pendant 1 an, négocier parce que alors l'armistice, les armistices ont été signés, d'accord, les combats ont cessé, mais maintenant il faut reconstruire. Il faut reconstruire l'Europe, il faut reconstruire l'Orient et il faut surtout déterminer de nouvelles frontières entre ces différents peuples aussi qui ont pris part à la guerre aux côtés des Alliés en échange aussi eh bien, de leur territoire et de leur indépendance. Donc il va falloir négocier. C'est une première dans l'histoire du monde qu'il y ait autant d'États qui soient réunis pendant autant de temps pour négocier la paix et les nouvelles frontières. Donc, cette fameuse conférence de la paix, elle s'ouvre le 19 janvier 1919 avec un discours de Georges Clemenceau. Il va y avoir, alors je ne vais pas rentrer non plus dans les détails de cette conférence, mais on va se rendre compte que sur les 32 délégations, il y a particulièrement la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, les Italiens, mais qui vont après sortir des négociations, et puis les Japonais aussi, qui vont être là au début, qui vont sortir des négociations après, qui vont être principalement les organes, si vous voulez, exécutifs des négociations de la conférence de la paix. Et qui vont aussi s'octroyer eh bien, les avantages. Bon, c'est aussi les pays, notamment pour la France et le Royaume-Uni, qui ont subi le plus, surtout la France, le plus de dommages de guerre.
À l'issue de cette conférence, il va y avoir plusieurs traités de paix, dont un qui nous concerne tout particulièrement, celui du 28 juin 1919, 5 ans jour pour jour après l'attentat de Sarajevo, ce traité de paix qui va mettre fin, une bonne fois pour toutes, à la guerre entre les Alliés et l'Allemagne. Ce qui est intéressant sur ce traité, c'est que jusqu'au dernier moment, on ne va pas savoir si il va être signé ou non par les plénipotentiaires allemands, les représentants de la nation allemande. Parce que les Allemands, quand ils arrivent en mai, déjà, ils vont venir en mai notamment pour participer aux négociations sur la paix. Ils vont être totalement exclus des négociations. C'est aussi assez intéressant de voir que, par exemple, même la Russie, qui a pris part au combat jusqu'en 1917, va être elle aussi exclue de ces négociations. En plus, on est face à la Russie bolchevique à ce moment-là, donc on va l'éjecter de ça. Les Allemands vont arriver en mai, ils vont être également éjectés. On va leur présenter sur la table des conditions, voilà, les conditions du traité de paix. Ils vont, dans un premier temps, les refuser, faire des contre-propositions qui ne vont pas être acceptés. Alors pourquoi est-ce qu'ils refusent les Allemands? Parce qu'on leur interdit de constituer une armée, parce qu'on occupe une partie de leur territoire. Il y a des zones qui sont notamment aussi sous le mandat de la Société des Nations. Il faut savoir que le traité de Versailles met en place aussi des choses assez intéressantes. Par exemple, la commission de réparation, qui est vraiment une commission, c'est pas un tribut de guerre que les Allemands vont verser, par exemple aux Français ou aux Britanniques. C'est vraiment une commission qui va établir les dommages que la guerre ont constitué notamment sur le territoire français, c'est-à-dire la ruine d'une grande partie des villes et des villages du nord et de l'est de la France. Donc ça va établir cette commission, ça va établir la Société des Nations, qui malheureusement va un peu être tuée dans l'œuf puisque les États-Unis ne vont pas ratifier après le traité de Versailles, le Congrès notamment. Du coup, voilà, ça met en place beaucoup de choses, mais ça attribue aussi il y a le retour de l'Alsace et de la Lorraine, les colonies allemandes qui reviennent, qui sont partagées entre les pays vainqueurs et différentes choses que les Allemands ne vont pas pouvoir accepter. On sent bien la volonté finalement de réduire vraiment considérablement la puissance de la nation allemande qui, même d'avant-guerre, faisait peur aux Alliés et tout particulièrement à la France. Voilà, et donc je vous disais, les contre-propositions vont être rejetées par les Alliés. En juin, les plénipotentiaires allemands arrivent à Versailles par la petite porte. Ils sont accueillis dans un silence de plomb et ils vont finalement signer le traité de Versailles, traité qui, jusqu'encore aujourd'hui, est assez contesté. Il a ses partisans et puis les personnes qui ne sont pas partisans de ce traité. Mais c'est intéressant de voir qu'il fait encore débat puisqu'il servira aussi d'argument durant l'entre-deux-guerres au parti, par exemple, au parti nazi. Et donc encore aujourd'hui, et dès l'époque, il fait l'objet de débats. Voilà pour mon petit focus sur notamment l'armistice introduit par ce tableau de Raoul Dufy, qui, alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais qui notamment va être connu par exemple pour l'exposition universelle des arts et métiers de la vie moderne et le pavillon électricité, où il fera la fée électricité, Raoul Dufy. On sort, je vous invite à aller voir cette œuvre parce que vraiment on est sur un traitement tout à fait différent. Là, on est vraiment dans de l'iconographie patriotique et les artistes, ils s'adaptaient aussi à la commande publique et puis, si vous voulez, aux mouvances d'époque. Voilà. J'espère que ça vous donne envie de découvrir ce tableau et puis on vous donne rendez-vous prochainement, on l'espère, on croise les doigts au musée pour une potentielle réouverture. Voilà, je vous dis à très bientôt au musée de la Grande Guerre ou via les réseaux sociaux. Au revoir.